adapter la même procédure au cas où on a des cas relatants qui sont répétés, ou bien des dispositifs complètement aléatoires répétés, etc., etc. Alors, une petite discussion à propos de ces dispositifs répétés, des essais répétés dans le temps ou dans l'espace. Il faut faire attention, il faut être attentif à l'homogénéité des carrés moyens relatifs au facteur bloc avant de regrouper. C'est-à-dire, avant de regrouper les ANOVA 2, faites attention aux facteurs, aux interactions, au carré moyen, carré moyen du facteur bloc et au carré moyen de l'interaction traitement bloc. Il faut qu'ils soient de même ordre de grandeur, c'est-à-dire les carrés moyens bloc dans le premier essai doit être presque le même, doit pas être très différent du carré moyen bloc du deuxième essai et du troisième, etc. La même chose pour les carrés moyens de l'interaction traitement-bloc. Il faut qu'ils soient homogènes, ce soit à peu près la même chose d'un essai à l'autre. Et quand on dit qu'il faut qu'ils soient homogènes, on peut faire même un test d'égalité des variances. En l'occurrence, c'est le test de Hartley. Le test de Hartley qui permet de comparer les variances. Donc, ça, vous l'avez vu normalement l'année dernière, test de comparaison de variances, parmi lesquels il y a le test de Hartley. On va comparer, on va dire, est-ce qu'on peut considérer que les variances sont homogènes ou bien est-ce qu'elles sont différentes significativement. Donc, si elles sont différentes, ça pose un problème. On n'a pas normalement le droit de regrouper les essais s'il y a des différences entre les carrés moyens, soit entre les blocs entre eux, soit entre les interactions traitement-bloc d'un essai à l'autre. Alors, si vous voyez que le test est significatif, on peut faire une transformation de variables avant de regrouper. On transforme les variables, on fait les ANOVA 2, on répète les ANOVA 2 sur les variables transformées et on regroupe. Quand on transforme les variables, on arrive à réduire un peu l'hétérogénéité. Transformation de variables genre racine carrée, arc sinus, logarithme, etc. Selon les cas. Selon les données. D'accord, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, dans l'analyse globale, attention, si le carré moyen AB, dans l'analyse globale, donc traitement en droit, est largement supérieur à l'interaction traitement-bloc, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc l'interaction, qu'est-ce que ça veut dire l'interaction entre l'interaction traitement-bloc? Elle est très grande. Carré moyen, très grand. Ça veut dire que l'interaction est très grande. Ça veut dire que ça peut devenir significatif. Ça veut dire que la différence entre le traitement, change d'un endroit à l'autre. D'accord? Les écarts entre les traitements changent d'un endroit à l'autre, est très grand. Ces écarts-là sont très supérieurs, très largement supérieurs aux écarts entre les traitements d'un bloc à l'autre. Donc toujours l'interaction, c'est les écarts entre le traitement d'un endroit à l'autre ici, A, B, et là c'est d'un bloc à l'autre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Les écarts entre les traitements d'un endroit à l'autre sont très grands par rapport aux écarts entre les traitements d'un bloc à l'autre. Donc, ça veut dire que les différences entre les objets, entre les traitements, ne sont pas identiques d'un essai à l'autre. Elles sont très différentes d'un essai à l'autre, en les comparant par rapport à ce qu'il y a d'un bloc à l'autre, c'est-à-dire dans le même essai. Donc, ça veut dire que les écarts d'un essai à l'autre, les écarts changent d'un essai à l'autre. Dans ce moment-là, il ne faut pas tout regrouper. D'accord? Si on dit que les écarts entre les traitements changent d'un essai à l'autre, c'est-à-dire d'un endroit à l'autre, on n'a pas le droit de tirer la même conclusion sur tous les endroits, parce que ça change d'un endroit à l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on regroupe, on essaie de voir si on a plusieurs essais, on voit un peu, si on a par exemple 5 essais, on voit les 2 ou 3 essais qui ont des carrés moyens qu'il n'y a pas d'écart entre ces deux composantes, on les regroupe on fait un même groupe, on dit voilà les essais qui se ressemblent et voilà les essais qui ne se ressemblent pas. Donc on divise l'ensemble des essais en sous-groupes
plus homogènes, pour dire voilà, pour pouvoir tirer des conclusions sur, par exemple, dire voilà, dans ces essais-là, on a telle conclusion, on a les traitement A qui est supérieur au traitement B, par exemple, ou bien, et dans l'autre groupe d'essais, on n'a pas les mêmes conclusions. Donc, on fait des sous-groupes plus homogènes. D'accord? Euh, Dernière remarque, c'est qu'il est préférable, en général, d'avoir de faire beaucoup d'essais avec peu de blocs par essai. Il vaut mieux que de faire ça que de faire l'inverse. Je m'explique. Imaginez que vous pouvez faire, vous avez par exemple 4 essais avec 2 blocs chacun. Ça fait 8. 4 essais, 2 blocs. Ça fait 8. Vous pouvez aussi faire 2 essais, mais avec 4 blocs. Ça fait aussi 8. Qu'est-ce qui est plus préférable? Ben, il est plus préférable de faire 4 essais avec 2 blocs que de faire 2 essais avec 4 blocs. D'accord? Il est préférable d'avoir beaucoup d'essais avec peu de blocs par essai que l'inverse. D'accord? Bien sûr, si on peut faire beaucoup d'essais avec beaucoup de blocs, c'est mieux. Mais imaginez que je n'ai pas le choix. Je ne peux faire que 8. 4 fois 2, ou bien 2 fois 4. Eh bien, il vaut mieux 4 essais fois 2 blocs que 2 essais fois 4 blocs. Ou bien, si on a 12, 3 années fois 2 blocs, vaut mieux que 2 années fois 3 blocs. J'ai dit 12, ça c'est 6 en fait. Si j'ai 12, 4 années, 3 blocs, vaut mieux que 3 années, 4 blocs. Et qu'est-ce qui est encore mieux si on a 12? C'est 6 années fois 2 blocs. Il vaut mieux 6 années fois 2 blocs. D'accord? Toujours avec les mêmes moyens. Plus de C, avec peu de blocs, vaut mieux que l'inverse. Voilà. Donc voilà, avec ça, je termine ce que j'ai à vous dire à propos donc des essais répétés dans le temps et dans l'espace.